et début de tournage. Allez savoir, l'impossible médiation. Salut la compagnie et bienvenue dans ce nouvel épisode. Allez savoir, j'espère que tout va bien dans vos chaumières. Et que cet épisode demeure comme celui où vous allez apprendre comment un Français a failli conquérir l'Angleterre. Ah, je suis content, enfin un épisode qui va avoir une bonne histoire. Ça dépend, parce que si c'est un type lambda qui s'est pointé devant Buckingham Palace et qui a défié la reine, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Alors non, on va parler d'une époque largement révolue, l'histoire d'un conflit entre deux familles qui va durer près de 3 siècles, oui c'est à peu près ça, et on va parler du premier siècle de ces conflits, parce qu'il va y en avoir plusieurs petits dans le lot. D'ailleurs, j'avais demandé sur l'onglet communauté de YouTube si vous souhaitiez 2 épisodes, un épisode très très gros ou un épisode raccourci de ces détails. La majorité a parlé, donc ne traînons pas, l'épisode va être long. Bref, c'est un épisode où il ne faut pas laisser ses neurones sur le bas-côté. Générique. Notre histoire commence en 1120, et c'est en cette année que naît Louis, fils de Louis VI dit le Gros et d'Adèle de Savoie. Il fait partie de la dynastie des Capétiens fondée par Hugues Capet. 13 années plus tard, c'est au tour de notre premier personnage anglais d'entrer sur scène, Henri Plantagenet. Selon eux, ils sont issus d'un certain Arthur, fils d'Uther Pendragon. Bien sûr, cela servait à légitimer le pouvoir de cette famille Plantagenet, et quoi de mieux qu'une généalogie mythique pour cela. En 1137, du côté français, le roi des Francs est mourant. Louis VI reste quand même lucide et organise un mariage entre son fils Louis et la duchesse d'Aquitaine, Aliénor. Ils se marièrent le 25 juillet 1137. Les deux jeunes mariés ont respectivement 15 et 16 ans. Le duché d'Aquitaine est vaste et plutôt riche et malgré son jeune âge, Aliénor régente déjà le duché. Le 1er août, Louis VI passe à trépas. Louis devient alors le roi Louis VII et Aliénor devient reine. Le destin du couple va basculer en 1147. Louis et Aliénor partent en croisade en Terre Sainte. Lors du périple, Aliénor va tomber sous le charme de Raymond, maître de la principauté d'Antioche. Elle veut même rester à Antioche et envisage de se séparer de son mari. Louis VII perd le soutien de sa femme, mais pas que. Le roi va voir son armée se faire vaincre en tentant d'attaquer Damas. Les deux époux revinrent en France dans des bateaux séparés. Il faudra attendre 3 années pour que le mariage soit rendu caduc. Et Aliénor va se remarier avec Henri, qui est le successeur du roi d'Angleterre. Henri possède quelques fiefs en France. Il est comte d'Anjou, de Touraine et du Maine de par son père. Du côté de sa mère, il a reçu le duché de Normandie, puis avec ce mariage, il s'adjuge le duché d'Aquitaine. Et l'Aquitaine, c'est un gros territoire français très influent à cette époque. Au final, après ce mariage, une très grosse partie de la France est possédée par Henri. Ses possessions étant plus influentes que les possessions qui ont rendu hommage au roi des Francs, la dynastie capétienne se met brusquement à vaciller. 2 ans plus tard, du côté français, Louis VII se trouve une nouvelle femme, Constance de Castille. Mais cela est quasiment anecdotique car l'événement principal se déroule en Angleterre. Le roi d'Angleterre, Étienne Blois, meurt. Henri était devenu, à la suite d'une guerre civile entre ce roi et sa mère, le successeur d'Étienne. Il récupère ainsi la couronne anglaise à la mort d'Étienne et instaure la dynastie des Plantagenets. Petite question, ces fiefs français là qui appartiennent à Henri II, ils deviennent anglais du coup ? Alors la réponse est non, et le détail est complexe, car il faut comprendre le contexte géopolitique de l'époque. Ces territoires français lui appartiennent mais n'appartiennent pas à l'Angleterre. Ces territoires restent dépendants du royaume de France. C'est comme si vous étiez français et que vous achetiez un lopin de terre en Italie, ce lopin de terre ne devient pas français, il reste italien. Allons quand même un peu plus dans le détail. Les ducs et comtes des fiefs français rendent hommage au roi. Ils lui jurent fidélité en quelque sorte, mais ils ne sont pas obligés de se plier aux 4 volontés de celui-ci. Car à cette époque, il y a un conflit, celui de la féodalité et de la monarchie. Commençons par parler de la féodalité. C'est un lien qu'il y a entre un seigneur et ses vassaux pour administrer des terres que l'on appellera des fiefs. Tous jurent fidélité au seigneur, mais chaque vassal est libre de faire ce qui lui plaît tant qu'il ne trahit pas et qu'il soutient son seigneur. Dans la féodalité, nous pouvons retrouver plusieurs titres de noblesse avec des ducs, des comtes ou encore des barons pour l'époque qui nous intéresse. Et puis vous avez la monarchie qui tente d'allier plusieurs fiefs sous un seigneur plus global, le roi. Mais vu qu'on est en pleine féodalité, cela implique que les seigneurs qui ont rendu hommage au roi ne sont au final que des vassaux de celui-ci.
Ainsi, les seigneurs font ce qu'il leur chante tant qu'ils restent fidèles au roi. Une sorte de féodalité au-dessus de la féodalité, une monarchie féodale. Un système central qui chapeauterait le tout. Pour mieux comprendre, imaginons que le roi veuille partir en guerre. Il est obligé de convoquer tous les seigneurs, il leur demande qui veut bien lui prêter des hommes et de l'argent pour partir en guerre. Le roi n'a donc pas vraiment de pouvoir sur ses fiefs et se trouve obligé de quémander, tout comme ses seigneurs vont ensuite quémander à leurs propres vassaux. Bien sûr, les différents rois de cette époque possèdent quand même quelques terres, et on appelle ces terres le domaine royal, le seul endroit où le roi fait un petit peu ce qu'il veut. Ainsi, les seigneurs reconnaissent une certaine unité à travers le roi, mais ils gardent une indépendance vis-à-vis de celui-ci. D'ailleurs, tous ne rendent pas forcément hommage au roi. Cet hommage est important, mais est purement symbolique. De plus, certains historiens disent que ces seigneurs dirigent des principautés. Cela donne une certaine idée de l'autonomie de ces territoires français vis-à-vis du roi. Ainsi, Henri II possède des terres françaises. Il les administre comme bon lui semble, mais ces terres ne sont pas rattachées au royaume d'Angleterre. Cela veut dire que ces terres ne sont pas anglaises, mais bien françaises. Par contre, elles sont sous influence du roi d'Angleterre. Ça peut jouer. D'ailleurs, les rois ne peuvent pas prêter hommage à d'autres personnes vu qu'ils sont censés être l'autorité la plus haute. Ainsi, si le roi possède un petit fief qui dépend d'un seigneur, le roi ne va pas prêter serment à ce seigneur vu que le roi est au-dessus de son seigneur, au final. Mais du coup, ça se passe comment entre rois, entre personnes de grande famille? Parce que là, entre Henri II et Louis VII, on est dans un cadre un petit peu supérieur, là. Et ben c'est un petit peu au bon vouloir. Henri, par exemple, quand il récupère la Normandie en 150, il ne va pas prêter serment à Louis VII. Alors Henri, certes, n'est pas encore roi d'Angleterre, mais il est l'héritier. C'est celui qui va succéder à Étienne. Louis VII interprète alors cet affront comme la volonté du nouveau duc de ne pas dépendre de la couronne française. Bon, finalement, Henri prêtera serment au roi de France pour le duché de Normandie en 151. Il est toujours pas roi, mais rencontre alors une certaine Aliénor d'Aquitaine qui aurait, selon les ragots de l'époque, partagé sa couche. Ce système de monarchie féodale implique une autre notion qui est inexistante, le patriotisme. Forcément, ce sont les familles les plus influentes, donc royales, qui ont du pouvoir, et quand il y a une guerre assez importante, cela est souvent entre ces familles influentes et pas vraiment entre pays. Le but de ces familles est d'étendre leur propre influence pour leur propre compte et pas vraiment pour le compte d'un royaume. Et dernier point, le français est la langue utilisée par les deux grandes familles des deux côtés de la Manche. Les Plantagenets parlaient très peu et même très mal l'anglais, voire pas du tout. Pour aller plus loin, les Plantagenets, si l'on suit leur généalogie, sont en partie issus de maisons françaises. Ouais, enfin, ils vont prendre la couronne anglaise et faire la guerre au roi de France. Moi j'appelle ça des traîtres. Oui, bon, chacun son point de vue, hein. Revenons un peu sur Louis VII. En 1160, sa deuxième femme meurt en donnant naissance à la deuxième fille du couple, Adèle. Toujours pas d'héritier mâle, ce qui devient de plus en plus problématique. Dans la même année, il va se marier à nouveau, cette fois-ci avec Adèle de Champagne, ce qui lui apportera de nombreux soutiens pour tenter de contenir l'influence d'Henri II. D'ailleurs, je profite de ces mariages pour vous dire que nous n'allons évoquer que les enfants, les hommes, ou les femmes qui vont intervenir dans l'histoire que nous vous contons, car sinon on ne s'en sortirait pas. Donc les divers arbres généalogiques que nous vous présentons sont volontairement incomplets pour ne pas vous perdre. On note en 1158 une tentative de rapprochement entre Capétiens et Plantagenets. Un projet de mariage se monte entre Marguerite, fille de Louis VII, et Henri, fils d'Henri II. La petite vient à peine de naître et Henri a 3 ans seulement. Ils se marièrent 2 ans plus tard en 1160. Ils ont alors respectivement 2 et 5 ans. En plus de sa fille, Louis VII donne en guise de dot le Vexin normand, un petit territoire hautement stratégique pour le roi d'Angleterre car touchant le domaine royal français et possédant de très bonnes forteresses. Henri II est également fait sénéchal de France, un titre honorifique qui donne tout de même quelques droits au roi d'Angleterre. Il peut par exemple agir au nom du roi de France. C'est important, car Henri a des vues sur le duché de Bretagne. Et puis, le 21 août 1165, enfin une bonne nouvelle. Louis VII a un fils qu'il prénomme Philippe Dieudonné. Enfin un héritier, car du côté d'Henri II, le mariage avec Aliénor a été prolifique. 1 an plus tard, le dernier garçon qu'aura le couple va naître sous le nom de Jean. C'est aussi cette année-là qu'Henri II arrive à prendre le contrôle du duché de Bretagne. Geoffroy était marié à la fille du duc, fille unique, et le duc a même abdiqué sous la contrainte, ce qui fait de Geoffroy Plantagenet le duc de Bretagne. Le duché tombe dans l'escarcelle des Plantagenets, mais Geoffroy n'étant pas majeur, Henri II va régenter le duché de Bretagne. Et puis arrive l'année 1169. Henri II rencontre Louis VII à Montmirail pour évoquer sa succession.
Il pense et prépare depuis quelques années déjà sa succession, mais l'heure est venue d'avoir un plan clair et de l'exposer au roi de France. Et pour que vous compreniez ce qui va suivre, nous devons faire à nouveau un aparté sur une habitude de l'époque qui peut paraître complètement contre-intuitive aujourd'hui. Le roi préparait sa succession du temps de son vivant. À cette époque, les biens du père étaient partagés entre les fils. Il était rare qu'un enfant hérite de tout, comme on a l'habitude de l'imaginer. Et afin d'assurer une continuité, le futur roi est assez souvent sacré du temps de son prédécesseur, toujours dans le but d'assurer une continuité sans conflit. Henri II, qui a eu un grand nombre de garçons avec Aliénor, va faire de même pour éviter tout conflit à sa mort, et surtout que nous sommes dans la féodalité, donc les seigneurs pourraient choisir quelqu'un d'autre comme roi à la mort d'Henri II, alors que si le nouveau roi a été sacré du vivant d'Henri II, ça veut déjà dire que les seigneurs ont donné leur accord, et que du coup, à sa mort, il n'y a plus vraiment de place au changement. Du coup, c'est son fils Henri dit le Jeune qui va hériter de la couronne royale anglaise ainsi que de la Normandie et de l'Anjou. Henri a déjà reçu les hommages des barons anglais en 1162 et 1163. Henri le Jeune est sacré en 1170 mais n'a bien évidemment aucun pouvoir tant que son père est encore en vie. Richard récupérera l'Aquitaine et pour Geoffroy, il est déjà duc de Bretagne. Concernant Jean, c'est une toute autre histoire. Il fut surnommé Jean sans terre car il est le dernier et quatrième homme. Il n'hérite alors à ce moment-là de rien. On note aussi un nouveau rapprochement entre Plantagenet et Capétien avec les fiançailles de Richard avec Adèle, la deuxième fille de Louis VII et Constance. Le but étant bien évidemment d'essayer de maintenir une paix qui semble plutôt fragile. Étonnamment, c'est du côté des Plantagenet que tout va mal. Henri II va connaître la trahison, celle de ses enfants et de sa femme. Henri le Jeune était roi, mais ne possédait aucune terre et n'avait donc aucun revenu. Son père ne lui avait au final rien confié. D'un autre côté, on a Richard qui a été fait comte du Poitou afin de devenir plus tard duc d'Aquitaine. Et Jean avait finalement hérité deux châteaux, celui de Chinon, de Loudon et de Mirebeau, situés sur les terres de l'Anjou et du Maine. Terres qui sont censées appartenir à Henri le Jeune à la mort d'Henri II. Bref, Henri II n'a pas demandé l'aval de son fils pour ses donations. C'en était trop, Henri le Jeune qui vient d'avoir 18 ans part en France pour rencontrer le roi des Francs. Geoffroy qui a 14 ans et Richard qui en a 15 vont se joindre à lui. De plus, Henri II était un chaud lapin, il a trompé sa femme en de maintes reprises, elle le savait. Et c'est sans compter sur des enfants illégitimes. Aliénor, depuis la naissance de Jean, est partie s'occuper de son duché, et parfois Henri II prend quand même des décisions comme si le duché d'Aquitaine lui appartenait, alors qu'il appartient en fait à Aliénor. Il est duc par alliance. Mais c'est qu'une pièce rapportée quoi. Ainsi Aliénor va soutenir ses enfants. Seul Jean, qui n'a que 7 ans, restera auprès de son père. Quant au roi de France, il va prendre position et soutient la rébellion. Fin février, Aliénor quitte Poitiers pour rejoindre ses enfants auprès de Louis VII. Elle se déguise en homme et monte à cheval. Malgré cela, des hommes d'Henri vont la reconnaître et vont l'intercepter. Elle sera emprisonnée à Chinon. Et l'on va ensuite assister à l'une des meilleures répliques de l'époque. Louis VII accueille en présence d'Henri le Jeune un messager. Celui-ci indique qu'il est attendu en Angleterre et surtout qu'il doit arrêter ses sottises. Louis VII demande alors au messager « Qui le demande ?» Le messager rétorqua « le roi d'Angleterre !» Louis VII lui tinte à peu près ce langage « Il est juste devant vous, le roi d'Angleterre !» Bref, la guerre armée éclate. D'un côté Henri II qui réunit une armée de mercenaires et d'un autre ses enfants alliés au roi Louis VII. Henri dit le Jeune va attaquer la Normandie et Louis VII fait un siège à Verneuil. Malheureusement, le roi de France est un piètre stratège et la coalition n'est pas non plus très organisée. Henri II profite alors de la situation et défend ses territoires. Le roi d'Angleterre va devoir traverser la Manche pour vaincre les barons dissidents qui soutenaient ses enfants. Après avoir maté la rébellion anglaise, il revient rapidement en France où les forces de Louis VII et d'Henri le Jeune assiègent Rouen, la capitale normande. Il libère facilement la ville. Cette rébellion était un échec, mais en fait, pas vraiment. Henri II sait qu'il ne veut pas d'une nouvelle rébellion plus tard. Il se doit donc de contenter toutes les personnes qui se sont battues avec ses fils, et il doit même surtout contenter ses enfants. Ainsi, chacun retrouve ses terres et ses biens d'avant la rébellion. Concernant ses fils, chacun va recevoir de l'argent et surtout quelques châteaux. Henri le Jeune a enfin quelques possessions et une rente. Richard tente de réparer les dégâts en Aquitaine où la révolte continue, tandis que Geoffroy va faire de même en Bretagne. Richard va alors acquérir son surnom de Richard Cœur de Lion sur les champs de bataille pour pacifier son duché. Jean devient très apprécié par son père vu qu'il est resté à ses côtés pendant toute la rébellion de ses frères. Henri II cherche alors un moyen de lui donner de bonnes terres à gouverner. 6 années après cet épisode, du côté français, Louis VII songe à faire sacrer son fils, le but étant de lui assurer le trône de France à sa mort. N'oublions pas que nous sommes en pleine féodalité, il faut donc l'accord des nobles car ceux-ci devront rendre hommage à Philippe. Avoir leur soutien est donc primordial. Les nobles vont donner leur aval, ce qui permet donc de légitimer le sacre de Philippe.
Mais la santé du roi Louis VII se met dangereusement à décliner, il ne pourra même pas assister au sacre de son fils. En avril 1180, Philippe épouse Isabelle de Hainaut, et puis le 18 septembre, son père, le roi, décède. Il devient alors le roi Philippe II. Il récupère un royaume qui est en grande partie influencé par la dynastie des Plantagenets. Contrairement à Louis VII, Philippe II est un fin stratège. Philippe était même moins âgé qu'Henri le Jeune. De quoi faire réfléchir le futur roi d'Angleterre qui songe de plus en plus au trône et se montre surtout de plus en plus impatient. Pour couronner le tout, c'est Henri le Jeune qui a apporté la couronne capétienne lors du couronnement de Philippe à Reims. En 1182, Henri le Jeune demande encore une fois à son père de diriger un vrai territoire. Henri II réunit alors ses enfants et ne veut offusquer personne, et surtout, il faut arriver à satisfaire son fils Henri. Le roi d'Angleterre demande à ses autres fils de prêter hommage à Henri le Jeune pour leur territoire d'Aquitaine et de Bretagne. Cela ferait d'Henri le Jeune le chef de famille juste après son père, mais Richard va refuser. L'Aquitaine n'est pas un territoire anglais mais un territoire français. S'il doit rendre hommage à quelqu'un, c'est au roi des Francs, pas au roi d'Angleterre. La guerre couvre, Geoffroy va soutenir son frère Henri tandis qu'Henri II décide d'aider son fils, Richard. Pendant le conflit, Henri le Jeune va mourir d'une dysenterie. Philippe profite de ce décès pour tenter de s'imposer, car sa demi-sœur était la femme d'Henri le Jeune. Elle avait même été sacrée reine. Il parvient au final à soutenir une note d'argent, mais il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il veut que les conflits entre les frères se poursuivent. Bien évidemment, avec la mort d'Henri le Jeune, beaucoup de choses sont à remettre en perspective, notamment l'héritage de la couronne anglaise et les territoires de la Normandie et de l'Anjou. Richard est tout désigné, mais Henri II veut qu'il cède l'Aquitaine à Jean. Richard refuse, il a su s'imposer et devenir un prince aquitain. Il aime l'Aquitaine. Henri II se retira des combats entre lui et Geoffroy et demande même à Jean de prendre l'Aquitaine par la force. Jean rejoignit alors les forces de Geoffroy contre Richard. Quant à Philippe II, lui, il va spolier les Juifs pour lever une armée de redoutables mercenaires pour soutenir Geoffroy. Henri II interviendra tout de même pour forcer ses enfants à faire la paix. Et chacun va garder ses territoires, donc Richard reste le duc d'Aquitaine. Geoffroy, quant à lui, va décéder en 1186 lors d'une joute dans un tournoi à Paris. Cela va mettre un coup au moral de Philippe qui s'était attaché à Geoffroy et qui en sera inconsolable. Le duc de Bretagne sera même inhumé dans un édifice religieux important qui est en cours de construction, situé sur l'île de la Cité dont le chantier a été lancé par son père, le roi Louis VII. Philippe en profite pour récupérer la tutelle de la Bretagne. En effet, la femme de Geoffroy sera accueillie à Paris, enceinte de son défunt mari. Elle accouchera d'un garçon prénommé Arthur. Puis l'année suivante, Philippe aura son premier fils prénommé Louis. L'année 1188 sera pleine de rebondissements et Philippe va agir avec tact. En tentant de faire la paix avec Richard Cœur de Lion, il va s'allier d'amitié avec le Plantagenet. Depuis de nombreuses années d'ailleurs, sa demi-sœur Adèle, fille de Louis VII et Constance, est fiancée à Richard. Cette Adèle réside à la cour anglaise depuis ses fiançailles, et elle serait devenue la maîtresse d'Henri II. Philippe va même jusqu'à prétendre qu'Henri II lui aurait proposé de marier Adèle à Jean sans Terre, ce qui n'est d'ailleurs pas totalement faux. Le roi des Francs appuie là où ça fait mal et réveille les querelles entre Richard et Henri II sous fond de déshéritage en faveur de Jean. Des conflits armés auront lieu et une réconciliation se fera entre Richard et Henri II, ce qui va mettre Philippe II un peu en mauvaise posture. Mais le roi de France parvient à remettre de l'huile sur le feu en réappuyant là où ça coince. Richard va même rendre hommage au roi de France pour les terres qu'il possède en France. Un ultime affront envers son père. Richard et Philippe enchaînent les victoires et Henri II se retrouve très rapidement acculé. En juillet 1189, à Azel-Rideau, Henri II, qui est fatigué et acculé, accepte enfin de capituler. Le roi apprendra même que Jean s'était rallié à son frère au roi des Francs. Henri II, qui apprécie énormément Jean, ne supporta pas du tout cette situation. Il mourra de chagrin quelques jours plus tard. Richard deviendra alors Richard Ier. Il rafle aussi tous les domaines de son père, la Normandie, l'Anjou, la Touraine, le Maine, l'Angleterre et forcément l'Aquitaine. Richard en profite aussi pour libérer sa mère, Aliénor, et le nouveau roi donne aussi quelques petits comtés et châteaux à Jean, notamment en Angleterre et en Normandie. Cela permet ainsi à Jean de diriger quelques terres sans qu'il n'ait forcément de trop grands pouvoirs. Mais rapidement il fallut songer à partir en Terre Sainte. Jérusalem était tombée en 1187. Richard prépare la régence de ses territoires pour partir pour cette troisième croisade et s'allie avec le roi des Francs. Richard va démontrer son côté chevaleresque et son génie tactique, tandis que Philippe II sera dans l'ombre du personnage. Philippe n'est plus le même, il est terne. La reine est décédée peu de temps avant son départ et cela semble beaucoup l'affecter. On compare même Philippe à un agneau alors que Richard est surnommé le lion.
Ils ne sont pas encore en Terre Sainte que les relations entre les deux se compliquent de jour en jour, notamment à cause des fiançailles rompues entre Adèle et Richard sous prétexte qu'elle a couché avec Henri II et qu'elle aurait accouché d'un bâtard. Bref, le roi Richard va se marier à quelqu'un d'autre, Bérengère de Navarre. La situation s'envenime encore un peu plus. Lors de la prise d'Acre, un autre événement décisif va se produire. Le duc Léopold d'Autriche tenait la ville d'Acre en siège depuis plus d'1 an. Quand Richard arrive, le roi des Francs était déjà là depuis 2 mois. Avec leurs 2 armées respectives et celle de Léopold, c'est une bonne stratégie, les 2 rois débloquent la situation en parvenant à faire chuter les défenses de la ville. Le duc d'Autriche fait alors flotter ses bannières sur les remparts de la ville, mais Richard n'est pas d'accord. Certes, Léopold a tenu le siège, il a un peu aidé à faire tomber les murs de la ville, mais c'est le lion qui a conquis la ville. Celui-ci fait alors jeter les bannières de Léopold pour mettre les siennes. Léopold est vexé, humilié. Puis les croisades vont prendre un autre tournant, le roi des Francs est malade depuis plusieurs temps. Il décide de rentrer sur ses terres en France alors que Jérusalem n'est pas encore délivrée. Philippe aurait promis à Richard de ne rien tenter contre les possessions des Plantagenets tant qu'il est en guerre sainte. En mai 1192, un messager vient à la rencontre de Richard pour lui apporter de mauvaises nouvelles. Les différentes personnes en charge de la régence de ces territoires ont réalisé des coups d'état. Il apprit également que son frère Jean était de mèche avec Philippe. De plus, Richard demande un effort financier important à ses territoires anglais et français pour cette croisade, et cela n'arrange pas du tout la situation qui est extrêmement délicate pour le roi. Il faut agir vite s'il ne veut pas perdre la tête de ses royaumes et de ses fiefs, alors qu'il en est loin. Il fallait choisir alors entre la croisade et ses domaines. Le 9 octobre, Richard Ier tente de revenir sur ses terres sans avoir conquis et délivré Jérusalem. Mais son retour va être mouvementé. Il n'est pas forcément très apprécié en Europe. Les faits d'armes du roi d'Angleterre sont ternis par quelques mauvais actes qui sont mis en avant, comme la rupture des fiançailles avec Adèle de France, ou encore l'humiliation avec Léopold d'Autriche. En novembre, la mer n'est pas du tout favorable et Richard décide de terminer à pied. Il se déguise en pèlerin, mais il est très vite reconnu en passant près de Vienne le 21 décembre. Il fut arrêté et livré à Léopold d'Autriche qui tient sa revanche. Celui-ci le gardera jusqu'au 14 février où il va le vendre à l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Henri VI. Le prince Jean profite alors de la situation pour tenter de rallier des barons et comtes afin de prendre la tête de l'Angleterre et des terres familiales. Cependant, Jean n'obtient pas tous les soutiens nécessaires et n'arrive pas à se faire proclamer roi d'Angleterre. Sa mère Aliénor est toujours dans les parages et monte une résistance. Philippe apporte son soutien alors au prince Jean, bien content de diviser encore une fois la famille Plantagenet. Jean va rencontrer le roi des Francs qu'il reconnaît comme duc de Normandie, du Maine et tout le tintouin, ainsi que roi d'Angleterre. Il va même prêter hommage à Philippe pour ses terres continentales et prévoit d'épouser la fameuse Adèle de France. Cependant, Aliénor prépare les défenses des plages anglaises empêchant toute invasion armée depuis le continent. Philippe, lui, en profite pour commencer la conquête de la Normandie. Il prendra Gisors puis commença à assiéger Rouen. Côté Plantagenet, les Anglais n'ont pas l'argent nécessaire pour payer la rançon, la taxe de guerre pour la croisade a ruiné le pays. Il faudra attendre 6 longs mois de tractation pour réunir la somme nécessaire, même les églises furent sollicitées. Finalement, Richard sera libéré le 4 février 1194. Il parvient enfin à revenir sur ses terres le 20 mars, mais il arrive dans des contrées meurtries, soit par la guerre, soit par la taxe des croisades. Il doit commencer par consolider son pouvoir, notamment sur le royaume d'Angleterre. Mais il y a également une autre affaire très urgente à régler. Le 12 mai, Richard débarque en Normandie avec des bateaux et surtout des soldats. Il faut contenir les avancées de Philippe en Normandie. D'ailleurs, concernant Jean, il va accourir auprès de son frère pour lui demander pardon pour ses perfidies. Aliénor semble être aux manœuvres pour une réconciliation entre les deux frères afin de renforcer la famille. Le conflit armé entre Plantagenets et Capétiens débute pour le contrôle de la Normandie à coups de sièges, d'attaques et de trêves ponctuelles. À partir de 1197, les armées de Philippe perdent progressivement le contrôle du territoire normand. La puissance de Richard grandit de jour en jour et les nobles se rallient à lui en abandonnant Philippe. Le Capétien est au plus mal. Mais tout va basculer le 26 mars. Cela fait 3 jours que Richard et ses hommes assiègent le château de Chalus-Chabrol. En pleine nuit, il sort de sa tente pour inspecter les défenses du château. Il ne porte pas d'armure, juste un bouclier et un petit aume en guise de défense. Un homme avec une arbalète sur les murailles voit Richard. Richard avait l'habitude d'être ciblé et la distance étant grande, il laisse le défenseur tirer. Le roi aura largement le temps de bouger si le soldat vise juste. Il applaudit même le soldat pour sa bravoure, mais il ne se retirera pas tant. Le roi d'Angleterre va prendre le carreau d'arbalète dans l'épaule gauche. Rien de vital n'est touché, mais la plaie est profonde. Malheureusement, sa plaie va mal cicatriser.
Il prend alors les dispositions nécessaires pour les décisions politiques et militaires. Le 6 avril 1199, Richard meurt de la gangrène. Philippe est débarrassé d'un de ses plus redoutables adversaires. Il ne laisse aucune descendance. C'est son frère Jean qui espère lui succéder. Certains barons vont soutenir Jean, mais d'autres vont soutenir Arthur, le fils de Geoffroy. Selon certains nobles, Arthur avait l'avantage de la primogéniture masculine. Cela veut dire qu'à la mort d'un roi, c'est son fils aîné qui hérite de la couronne, ou son deuxième fils si le fils aîné est mort, etc. S'il n'a pas d'enfants, ou si tous ses enfants sont morts, c'est son frère dans l'ordre des naissances qui va hériter. Si ce deuxième frère est mort, c'est la descendance de celui-ci, sinon c'est le troisième frère, etc. etc. C'est le cas ici. Geoffroy est le frère qui suit, par naissance, Richard. Étant mort, c'est son fils Arthur qui hérite donc de la couronne. Richard aimait le jeune homme, il l'avait désigné d'ailleurs comme son successeur il y a quelques années lors du traité de Messine. Mais mourant, Richard aurait alors changé d'avis et désigné son frère Jean. Aliénor d'Aquitaine tranchera en faveur de Jean car elle n'aimait pas du tout la mère d'Arthur. Cela n'empêcha pas certains nobles de montrer publiquement leur intérêt pour Arthur et non pour Jean. Aliénor sait qu'il va falloir légitimer Jean par la politique mais aussi par la force armée. Philippe profite de l'occasion pour tenter de s'emparer de quelques territoires. Les territoires du Maine et de Touraine et de l'Anjou seront attribués par Philippe à Arthur. Mais normalement, c'est Jean qui en hérite. Un conflit nouveau se dessine progressivement. Le Mans fera les frères. Ayant prêté allégeance à Arthur, Jean décide de détruire la cité. Mais la plus grande menace reste la Normandie. Jean s'y précipite pour y être fait duc. Pendant ce temps, ses émissaires en Angleterre avaient très bien travaillé et il fut préféré à Arthur. Il put se faire couronner roi d'Angleterre le 27 mai. Aliénor parviendra ensuite à asseoir Jean sur l'Aquitaine. Ce ne fut pas chose facile, mais la duchesse montra tout son talent diplomatique et politique. Le 22 mai 1200, une paix est signée entre Plantagenets et Capétiens avec le traité du Goulet. Jean est reconnu comme le successeur de Richard, il devient même le possesseur de la Bretagne, Arthur devenant un vassal de Jean. Mais le traité précise que Jean ne peut pas empiéter sur les prérogatives d'Arthur. Jean doit cependant céder sur certains territoires, notamment sur le Vexin normand, hautement stratégique. Jean doit également verser une importante somme pour ces territoires français à Philippe. En gros, Jean achète la paix, mais celle-ci semble déjà très fragile. En juillet, Philippe positionne ses troupes sur la frontière normande. Jean, quant à lui, pour sauver sa mise en Angleterre, falsifie le traité pour cacher certaines parties délicates aux barons. Progressivement, la discorde s'installe à nouveau entre les deux parties. Philippe convoque Jean sous motif de désobéissance à son seigneur concernant ses territoires français. Jean ne répondra pas à la convocation du roi des Francs. Philippe annonce le 28 avril que tous les fiefs de Jean lui sont confisqués. Le problème pour le roi d'Angleterre, c'est qu'une partie de ses hommes sont partis pour la 4e croisade. Philippe profite de cette opportunité pour envahir à nouveau la Normandie. Quant à Arthur, il part à la guerre avec quelques hommes au nom de la Bretagne et du roi des Francs. Il prit un château en siège, mais pas n'importe lequel, celui de Mirebeau, où s'était réfugié Aliénor d'Aquitaine alors âgé de 80 ans. Alors qu'il perçait les défenses du château, Jean débarqua miraculeusement pour sauver sa mère et captura le jeune homme. Malheureusement, on ne réentendit plus parler d'Arthur dont on situe le décès en 1203. Ce n'est qu'en 1204 que le décès du duc de Bretagne arriva aux oreilles de Philippe et des autres nobles. Jean est accusé du meurtre et de nombreux seigneurs qui soutenaient le roi d'Angleterre vont changer de camp pour se rallier à Philippe. La Bretagne s'est d'ailleurs rebellée dès la capture d'Arthur en 1202, tout comme l'Anjou. Autre coup dur pour Jean, le décès de sa mère. Et plus le roi perd ses soutiens et ses territoires, plus il se montre cruel envers ses hommes et son peuple. Les problèmes de Jean vont permettre à Philippe d'avoir du temps pour gouverner ses terres et imposer petit à petit les bases de la monarchie sur les vieilles lois de la féodalité. Autre changement, Philippe signe officiellement ses actes avec l'intitulé roi de France et non plus roi des Francs. La descente aux enfers de Jean continue. Il ne trouve pas les soutiens nécessaires à la reconquête de ses territoires français perdus, et pire, il entre en conflit avec le pape à propos de la nomination d'un archevêque. L'élu n'était pas la personne voulue par Jean. Jean insiste, mais le 23 mars 1208, les évêques sur ordre du pape prononcèrent l'interdit sur l'Angleterre. Cela veut dire que les lieux de culte ne peuvent plus être utilisés, donc plus de messes, plus de mariages et plus de sépultures chrétiennes. Ainsi, les morts ont été inhumés à l'extérieur des villes dans des fossés près des routes. Seule la confession, les baptêmes et l'extrême-onction étaient quand même pratiqués par les prêtres. Jean ne cède pas, et le pape prit alors une lourde décision. Il excommunia Jean le 8 novembre 1209. Cela veut donc dire que Jean n'est plus chrétien et que quiconque peut l'attaquer sans subir les sanctions du pape. Pire, le pape Innocent III le juge incapable et indigne de porter la couronne anglaise en 1213. Ainsi, le pape va demander au roi Philippe II de conquérir l'Angleterre. Le roi de France prépare ses troupes, et surtout réquisitionne de nombreux bateaux pour traverser la Manche. Le roi dépense sans compter.
Il délègue l'invasion de l'Angleterre à son fils Louis sous certaines conditions. Il est alors envisageable pour Philippe qu'en cas de succès, son fils devienne roi d'Angleterre. Il a en effet un lien avec les Plantagenets, de par sa femme Blanche de Castille et d'une des filles d'Henri II et d'Aliénor d'Aquitaine. L'idée d'en finir une bonne fois pour toutes avec tout ce conflit est alléchant. La der des der est en vue. Jean comprend que la situation est très grave. Il va tout tenter pour se réconcilier avec le pape. Il se déclare vassal du Saint-Siège. Ainsi, l'Angleterre devient un fief de la papauté. Le pape Innocent III fait alors un rétropédalage et impose à Philippe de renoncer à l'Angleterre. Mais la flotte est prête. Les sommes d'argent dépensées ont été astronomiques. Tout est prêt, impossible de faire marche arrière. Pendant ce temps, Jean a envoyé des hommes sur le continent et met en place une embuscade sur la flotte française et celle-ci est brûlée. La guerre entre Jean et Philippe est à nouveau déclarée, les premiers combats se déroulent en Flandre. Jean prépare un plan de très grande envergure. Il veut prendre les Français en tenaille sur 2 fronts. Lui va tenir un front au sud de la France, tandis qu'un autre front, avec des alliés, attaqueront par le nord. Une partie de l'armée française sera dirigée par Louis qui va devoir repousser Jean au sud. Le roi d'Angleterre n'a pas beaucoup d'hommes car les barons anglais ne voyaient pas l'intérêt de se battre pour des territoires qui n'étaient pas anglais. Son armée est en partie constituée d'hommes de ces territoires d'Aquitaine, des Poitevins. Pendant que Jean assiège le château de la Roche-en-Moine, l'armée de Louis est en route. À l'approche de celle-ci, Jean se prépare à une bataille rangée, mais ces hommes poitevins vont partir ne voulant pas risquer un conflit avec les Capétiens. Le roi Jean n'eut pas d'autre choix que de battre en retraite et de se réfugier à La Rochelle. Philippe va quant à lui à la rencontre de la coalition d'alliés à Jean emmenée par Othon IV, empereur du Saint-Empire romain germanique et qui débarque au nord du pays. Othon n'est autre que le neveu de Jean sans terre, par sa sœur aînée Mathilde. Othon rassemble pas moins de 45 000 hommes. Philippe, lui, n'en possède que 15 000. Mais il a une cavalerie qui fera toute la différence. La bataille se déroule près du pont de Bouvines. Les troupes coalisées d'Othon manquent de cohésion et malgré le net avantage numérique, la bataille tourne en faveur de Philippe. Beaucoup de seigneurs ennemis commencent à fuir le champ de bataille et beaucoup sont capturés. Othon, quant à lui, est extrait in extremis des combats. Les pertes sont très nombreuses chez les adversaires de Philippe. La victoire est décisive. Elle fera écho dans toute l'Europe. Les Capétiens ne sont plus aussi faibles qu'auparavant. Et oui, Othon perd même son trône. Lui aussi avait été excommunié par le pape quelques années auparavant et son pouvoir ne tenait qu'à un fil. La défaite de Bouvines mettra un point final à son règne. Jean sans terre file à l'anglaise et retourne en Angleterre. Son pouvoir est grandement affaibli suite à cette terrible défaite. Mais tout n'est pas fini. Jean sans terre doit faire face à une révolte de ses barons et se trouve contraint à signer une charte en juin 1215 intitulée Magna Carta. Le but étant de réduire les pouvoirs de Jean pour mieux le contrôler. Le pape va relancer la guerre civile en annulant cette charte. Jean va cette fois-ci par contre prendre le dessus sur les barons. Les barons opposés à Jean vont alors chercher de l'aide extérieure et vont se tourner vers Louis, le fils de Philippe, qui peut prétendre au trône anglais grâce à sa femme. Concernant Philippe, difficile de dire s'il va soutenir ou non son fils. Officiellement, il ne le soutient pas. L'Angleterre appartient maintenant au pape, le roi de France ne veut pas connaître l'interdit et l'excommunication sur les terres françaises. Mais selon certains historiens, Philippe aurait conseillé son fils de manière assez discrète. Louis se lance et trouve de l'aide en France avec quelques seigneurs et des mercenaires. Il débarque sur le sol anglais en mai 1216. Et rares sont les rois et empereurs qui ont pu débarquer avec une armée sur l'île dans le but de l'envahir. Autant vous dire que, a beau être un excellent stratège et avoir conquis quasiment toute l'Europe, l'Angleterre, ils savent résister. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Il y en a même un qui a fini par être exilé sur une autre île bien plus loin et bien plus petite et austère d'ailleurs. Bon bref, malgré des recours pour légitimer l'arrivée de Louis sur le sol anglais, celui-ci fut excommunié. On n'attaque pas un fief du pape sans son accord. Du côté du roi Jean, la situation est délicate. Il se trouve obligé de fuir sur ses propres terres car certains barons lui font toujours la guerre sans oublier que Louis avance. Le 2 juin, le fils de Philippe pénètre triomphalement dans Londres. Les barons rebelles possèdent l'est du royaume tandis que les Écossais vont attaquer au nord-ouest. D'ailleurs, le roi d'Écosse va rendre hommage à Louis. Bref, Jean est acculé. À partir du 10 octobre, la santé du roi déclina et le 19 octobre 1216, le roi d'Angleterre passe à trépas. Cela va tout changer. Tous les barons anglais sont satisfaits mais ils ne veulent pas connaître à nouveau l'interdit religieux. Louis est toujours excommunié par le pape. Ainsi, le fils de Jean est nommé roi, Henri, troisième du nom. Le roi est encore jeune, et une régence est alors mise en place. Louis se trouve alors quasiment seul en Angleterre avec les quelques seigneurs français qui l'ont suivi, ses mercenaires et encore quelques soutiens de barons anglais qui sont assez rares. Le français va même perdre une bataille décisive le 20 mai 1217.
où la moitié de ses combattants est soit tué, soit fait prisonnier. Louis demande des renforts à son père, mais Philippe ne veut surtout pas froisser le pape. Il est dans l'impossibilité d'aider son fils. Il ne répond même pas au message de Louis car le pape le soupçonne d'aider son fils en cachette, alors du coup, pas de contact. Louis obtient quand même des renforts grâce à sa femme, mais les bateaux qui transportent ces renforts sont attaqués et coulés. Louis négocie alors une paix. Il est largement récompensé d'une très belle somme d'argent pour sa renonciation au trône anglais et sa participation à la déroute de Jean, mais du coup il n'est pas roi d'Angleterre. Le pape lève l'excommunication, c'est ainsi que se termine le premier conflit entre Plantagenets et Capétiens. Les Capétiens ont quasiment récupéré l'influence sur tous les fiefs français à l'exception de l'Aquitaine, qui, pour une partie, est toujours aux mains d'Henri III. Mais la rivalité entre ces deux familles ne fait au final que commencer, mais cela fera l'objet d'un autre épisode, et sur ce très gros épisode, avec beaucoup de retard, j'en suis navré, merci à vous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas le pouce, le commentaire, le partage, l'abonnement, la cloche. N'oubliez pas non plus que je suis sur Tacotac, une plateforme où vous pouvez retrouver tous les bons vulgarisateurs, où vous êtes sensibilisé aux émissions de gaz à effet de serre qui sont produites lorsque vous avez regardé cette vidéo par exemple, sans oublier que vous pouvez soutenir financièrement vos chaînes et donc allez savoir. Merci d'ailleurs aux mécènes de la chaîne. Du coup, Jean Santerre a été enterré sous terre à sa mort. Oh le pauvre, vraiment pas un nom facile à porter. Ça aurait dû être facile à l'école, hein. Alors non, il a eu le droit à une belle tombe dans un lieu religieux, ça reste un roi, mal aimé, certes, mais un roi. Ah, mais du coup, ma blague marche pas, et non. Bon ben, merci à vous, hein. Fin de tournage.